Quand on parle de nos séminaires, à chaque fois, il y en a chez nous qui me disent ouais mais attention, l'image que ça va renvoyer, parce qu'on envoie 120 personnes dans un autre pays, on prend l'avion, toi tu fais déplacer 120 personnes, etc. Donc en termes d'empreinte carbone, c'est pas bon. Je l'entends parfaitement. Dans la RSE, il y a une dimension sociale aussi. Tu vois. Le moment qu'on passe avec nos équipes lors de ces séminaires, je pense qu'il est vraiment important. Quel est le pire conseil que tu as suivi et pourquoi? Bon, c'est le mien, je pense. Quelle est la plus grosse facture que tu as envoyée à un client? C'était une facture à 120K. C'est une belle facture ça. Voilà. Quelle a été ta plus grosse perte en investissement? En termes de somme d'argent, c'est pas énorme, tu vois. Mais j'ai toujours perdu, quoi. Oui, parce que t'as ta stratégie. Mais le plus dur, c'est pas d'avoir la stratégie, c'est de la respecter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Au début, à 18 ans, c'est le casino. Blackjack et tout. C'était paris sportif. Ah ouais, t'as fait Après, tout, t'as fait c'était... toute Ah, la... j'ai fait tout. C'est quoi le prochain du coup? Non, maintenant, c'est bon, j'ai arrêté. Tout dans la prostitution. Bon, ça va, content de se retrouver? Ouais. Enfin. Et bonne Dans un année, petit hein. moment, bonne année. Hein. Bonne année, bonne santé. L'épisode va être diffusé en mois de mars, mais... Bon, aujourd'hui, j'ai préparé un peu l'épisode. Première fois. Putain, le mec il bosse quoi. Ouais, je bosse. Hein. Pendant que nous on était en train de bouffer pendant les vacances. Vous êtes chaud? Allez go, Allez. c'est parti. Ok, donc, on va faire la première section. On va faire le small talk et présentation de l'invité. Moi aussi je peux faire ça? C'est comme dans La Flamme. Aujourd'hui, on a Jérémy avec nous. Salut Jérémy. Très content Enchanté. d'arriver sur la chaîne. Et oui, c'est la première fois qu'on te voit sur la chaîne. Non, peut-être on aura déjà diffusé notre vlog. Donc Jérémy, c'est mon frère jumeau que vous avez peut-être vu croiser au congrès de l'Ordre des experts comptables à Marseille quand on l'avait fait à Marseille. Il était avec moi et souvent le confondait avec moi d'ailleurs. C'est assez rigolo. Ouais, c'est marrant. Ça vous arrive souvent en vrai? Ou ça nous arrive. Ça te arrive, ouais. Donc j'ai fait une petite présentation un peu à la Antoine Bloco. On va voir si je suis bon là-dessus. Ah oui, t'as bossé. Hein. Rapide. Donc Jérémy, donc c'est frère Enchanté. jumeau. Il est multi-entrepreneur avec des expériences variées dans la restauration, dans l'e-commerce. Il avait également une boutique physique. Il avait une boutique de CBD. C'est lui qui est le maître d'œuvre de la réussite au niveau du marketing d'Eurofiscalis, donc le cabinet expertise comptable et le cabinet fiscal. C'est mon bras droit sur toute la mise en place des stratégies. Il est le head of coach de notre bootcamp, de la formation et l'accompagnement qu'on a monté. Head of coach et directeur des opérations. C'est un visionnaire en marketing. Qu'est-ce que j'ai marqué? Inspiré par un entrepreneur américain, il a mis en place une stratégie d'affiliation avec des youtubeurs spécialisés dans l'univers Amazon pour promouvoir une formation sur la TVA. Ça, c'était assez rigolo. Je vais vous réexpliquer un peu ce qu'il a fait. Avec Eurofiscalis, on voulait mettre en place un système de marketing d'influence pour pouvoir faire connaître le cabinet. Et c'est Jay, un jour, il est venu me voir, il m'a dit j'ai une stratégie de fou. Il m'a dit on veut avoir des vendeurs Amazon dans notre cabinet. Mais comment faire pour les toucher? Il m'a dit il y a plein de gourous de vendeurs Amazon qui ont une communauté, mais comment faire pour avoir leur communauté? Il m'a dit au lieu d'essayer de nous créer notre propre communauté, on va créer une formation qu'on va vendre via l'affiliation. Donc on va créer une formation sur la TVA, très spécifique à l'e-commerce, et on va proposer à ces vendeurs de formation, vendeurs Amazon, de vendre notre formation auprès de leur communauté. Et en contrepartie, on leur donne 90% du tarif qu'on facturait. Du coup, ça les motive à vendre notre formation. Nous, on ne gagne pas beaucoup d'argent grâce à ça. Par contre, on va avoir tous les adresses email des personnes qui vont suivre notre formation. Et on va pouvoir après faire du retargeting dessus pour pouvoir vendre en fait ce qui est vraiment important pour nous, qui était l'expertise comptable. Donc, on est passé de pas avoir du tout de communauté à avoir 3 formateurs Amazon qui sont reconnus dans ce secteur-là à promouvoir Eurofiscalis sans que ça nous coûte d'argent. Bravo mec. Putain, j'avoue c'est une putain d'idée. Et du coup c'est quoi les retombées? On a encore eu un prospect tout à l'heure, c'était ça. Ouais. Bah, chaque là, semaine, t'en as. tout à l'heure là. Une vendeur Amazon qui commence, tu vois. J'ai suivi la formation de Marvin. Elle a vu du coup notre formation sur la TVA. La fille a dit non mais je ne pourrai jamais m'en sortir sur la TVA. Je dis, non mais vous inquiétez pas, c'est nous qui dirons après cette partie-là quoi. Et En fait, pendant 2 heures, ils suivent la formation et ils voient notre gueule pendant 2 heures et à la fin, ils se disent ok, on va les appeler. Enfin, et surtout, ça montré là tout à l'heure là. Et surtout, ça nous permet d'avoir les adresses email des personnes, de pouvoir recontacter les personnes. Ça, c'est assez génial. Surtout que on aurait pu dire ok, on les contacte ces personnes-là pour genre sponsoriser leur chaîne YouTube ou des choses comme ça, mais ça nous aurait coûté de l'argent, tu vois. Et là, du coup, il a trouvé une autre manière
de pouvoir rentrer dans leur communauté sans que ça nous coûte de l'argent. Ah, bien joué. On leur apporte Franchement, énormément de valeur sur des compétences qu'ils n'ont pas. Et donc, du coup, c'est gagnant-gagnant, quoi. Ça n'a pas de lien avec... tu sais, je crois que tu m'avais raconté un jour que vous aviez mis en place Vous aviez mis, je crois, un guide sur Amazon. Oui. Oui, ça, c'est notre stratégie. Ce qui est autre chose, alors. C'est Ouais. différent. Que, du coup, donc nous, on est expert comptable spécialisé pour les vendeurs Amazon. Mais la problématique, c'est que le mot-clé Amazon, c'est Amazon qui ressort en premier, tu vois. Ils sont vraiment le numéro 1, tu vois. Logique. Donc très dur, en fait, d'arriver sur les premières pages même. C'était Que sur le mot-clé Amazon, je parle. Donc, quand tu tapes expert comptable Amazon, Ça, tu tombes sur nous. Oui, mais avant, ça tombait pas sur vous? Ça c'était tombait sur clair. Amazon directement? C'est que là, on cherchait d'être référencé sur TVA Amazon. Ok. Et parce que donc les problématiques des vendeurs Amazon, c'est que souvent ils ont des problèmes au niveau de la TVA, donc on essaie de créer du contenu sur la TVA pour les vendeurs Amazon, mais c'est vrai qu'on avait du mal à remonter parce que TVA Amazon, c'était que des liens Amazon. Donc c'était amazon.com / ils avaient créé plein d'articles ou des choses. D'accord, là-dessus. ok. Donc on n'arrivait pas à remonter dessus. Donc du coup, on a créé un bouquin sur la TVA sur Amazon, où on explique du coup comment toutes les règles de TVA sur Amazon. Et on l'a listé sur Amazon. Tu le mets en vente? On le met en vente directement sur Amazon. Avec D'accord. ces mots-clés-là. Parce que tu sais, sur Amazon, tu peux écrire des bouquins et t'as pas besoin de les imprimer. C'est que si les gens achètent, c'est Amazon qui va l'imprimer et qui va l'envoyer. Ah, ok, je sais Donc pas. c'est assez incroyable. Ouais, c'est qui dit je crois, ça s'appelle. Et ça te permet en fait maintenant quand tu marques Amazon TVA, le premier lien, c'est C'est Roi nous. Fiscalis. Parce que du C'est coup, notre comme bouquin. on est sur Amazon, là, ça fonctionne, tu vois. Ah ouais, super. Donc c'était hyper smart parce que ils ont contourné le système pour pouvoir remonter là-dessus. C'est l'idée de qui, ça? C'était Jim, ça. Ouais. Donc votre frère. Ouais, notre grand Donc les frère. gens... Mm. Ok. Donc voilà, bref, voilà, petite introduction de toi. Très sympa. J'apprécie. Un peu Oh. long, mais c'est très sympa. Non, mais c'est bien, Je crois parce que que j'ai mis même moi, je la connaissais pas, l'anecdote. Ouais. Donc c'est cool. Donc voilà, je sais pas si tu avais un truc à rajouter sur. Bon, ça suffit. Hein. C'est pas mal déjà, ouais. Mm. Ok, alors on va faire une deuxième partie, c'est au niveau des jeux. Vous êtes prêts pour faire des jeux? Allez. C'est parti pour les jeux. Ah, allez. Les trois mongols, tu sais, qui n'ont pas compris le but du clap. Alors en fait, pour être tout à fait honnête, j'avais prévu des petits jeux, Mhm. mais j'avais prévu un jeu de cartes que j'ai fait fabriquer. Non. Il arrive demain. Ce qui devait arriver aujourd'hui, mais normalement il devait arriver aujourd'hui, mais il est toujours pas livré. Donc. Alors, je regarde, peut-être que c'est livré. C'est Allô pas drôle. Ça serait ouf. Non, c'est une cliente. Donc non. On n'a pas le jeu de cartes. On n'a pas le jeu de cartes. On quoi. peut faire semblant comme ça. Moi, je veux le jeu de cartes. Donc, Alors, comment on fait là si on n'a pas de jeu de donc, on cartes? n'a pas de jeu de cartes, donc j'ai quand même les questions sur mon ordinateur. Donc Ah, je vais ok, pouvoir donc je les fais genre, poser. je tire. Ouais, c'est ça. Touloulou. Ah, je te montre. C'est quoi? Bah, c'est la 2. Attends de deviner. C'est la 2. Ok, on va faire un jeu. Donc c'est niche ou pas niche. C'est toi qui m'avez trouvé le jeu. Ah, allez. Donc le but c'est que je vous donne une niche et vous me dites si vous investissez ou pas. Ok. Et vous pouvez dire pourquoi vous investissez, pourquoi vous investissez pas. Dans un cabinet qui choisit cette niche. Donc un cabinet comptable qui choisit de se spécialiser dans cette niche. Ok, vous Ouais, êtes chaud? C'est Allez, smart en plus, niche ou en pas niche. rapport avec notre. Un peu, ouais. Il est malin, ce mec. Franchement, Il est Non, malin. c'est Joe qui l'idée, c'est pas moi. Ah, ouais, je suis malin. Alors un cabinet qui est spécialisé pour les youtubeurs. Pour les youtubeurs. Ouais, vous allez ou pas? Moi, j'y vais pas. Moi non plus. C'est trop restreint. Moi, j'y vais pas parce que je travaille avec quelques youtubeurs. Et en vrai, le niveau des honoraires, il est relativement faible. C'est compliqué à gérer. Souvent, les mecs, alors je fais pas une généralité, désolé, mais souvent, ils sont un peu à l'arrache. Ils n'écoutent pas toujours les conseils. Ils se réveillent à la fin de l'année, c'est un peu le bordel. Donc, je trouve que c'est pas une super niche. Si tu peux choisir une autre, vas-y, fonce. J'irai pas. Ouais. Ouais, moi non plus. Et puis je pense que le marché est quand même vraiment très restreint. Au final, il y a beaucoup de youtubeurs, mais je sais pas s'ils gagnent tous très très bien leur vie. À part vraiment, tu vois, peut-être le top 100, tu vois. Donc je sais pas, je pense que je prendrais autre chose. Et si on parle de créateur de contenu, c'est mieux ou non C'est toujours déjà un pareil? peu plus large. La niche est un peu plus. Le marché est un peu plus grand. Mais pareil, je pense que j'irai pas non plus. Après, c'est
C'est parce que c'est une question. Là, c'est un peu subjectif aussi. Ça m'intéresse moins, peut-être. Ouais. Puis bon, je pense pas qu'il y ait énormément de points de douleur non plus, tu vois, sur lesquels tu peux faire vraiment un gros levier en tant qu'expert comptable. Ouais, ils ont des sujets de sponsor, de facturation avec des clients étrangers ou de plateformes, YouTube, etc. Tu vois, donc UK, Irlande et tout ça. Mais en vrai, c'est pas hyper complexe. Tu vois. Et après, création de contenu, je pense que c'est même trop large, PM. Ça veut tout et rien dire, création de contenu, tu vois. J'avais vu une interview de la directrice de Webmedia, donc celle qui c'est une agence qui gère Inoxtag, Webmedia. Natou, Webmedia. Ouais. C'est quoi? Webedia. Et elle disait que je crois que c'est 99% des créateurs gagnent moins de 20 000 euros par an. Ouais, en fait, moi, j'ai beaucoup de potes qui sont créateurs de contenu, notamment sur FIFA, tu vois, vu que je suis entraîneur du PSG, là. Et en fait, la plupart, ils sont en micro-entreprise, tu vois. Et du coup, ils n'ont pas besoin d'un expert comptable. Et j'en ai quelques-uns qui sont en société, que j'accompagne. Mais tu vois, j'ai un des plus gros streamers français de Call of Duty. Mais tu vois, c'est pas beaucoup, quoi. Pas beaucoup. En vrai, je pense que la plupart, ils sont en micro. Et puis même intellectuellement, pour un expert comptable, je sais pas si c'est vraiment un truc qui peut t'animer, tu vois. C'est pas des grosses problématiques au final. Ça reste de la Après, quand tu compta. regardes la chaîne de Jérôme Petit, Bienvenue au cabinet sur YouTube, où il analyse du coup le patrimoine de youtubeurs, ou de créateurs Oui, mais de t'en as contenu. 10, quoi. Oui, Ouais, ou peut-être 20, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est que t'en as pas beaucoup. t'en as pas beaucoup. Mais bon, c'était quand même intéressant ces vidéos où tu vois que t'as quand même pas mal de montage dans plusieurs Pas boîtes. niche. C'était niche ou pas niche. Ouais. Pas Du coup, niche. vous investissez pas. Ok. Pas bon. niche, ouais. Dans les startups spécialisées sur l'IA. Bah oui. Clairement, oui. Oui, c'est un... Clairement, oui, parce que bah, c'est un marché d'avenir. Le marché va être suffisamment grand. En plus, pour le coup, il y a des vrais sujets. Des sujets R&D, des sujets de... Bah, tous les sujets qu'il peut y avoir sur des boîtes en croissance. Donc, tu vois, l'expert comptable, il a un vrai rôle de conseil. Et puis, quand tu rentres dans cet écosystème, en plus, je pense que tu te fais vite une place. Tu peux travailler avec des fonds d'investissement, tu peux travailler avec des familles ou peu importe. Donc, ouais, moi, j'irais direct. Ouais. Ok. Puis ça va dans le sens de l'histoire, on sait que ça va être de plus en plus présent. Il y a énormément de points de douleur à travailler. Ils sont facilement identifiables. Bon, c'est une bonne niche. Ok, donc ça, c'est validé. Est-ce que si tu avais posé la question il y a 30 ans à des experts comptables dans un podcast comme ça, est-ce que tu irais sur des startups qui se lancent dans le e-commerce, tu vois, avec l'arrivée d'Internet, est-ce qu'ils auraient dit oui ou pas, tu vois? Bah, disons, déjà, la spécialisation, ça fait pas non plus 30 ans que c'est là, je pense. Tu vois. Et les podcasts non plus. Non, mais oui, direct. Ouais, je Niche, pense, ouais. niche. Ouais. Ok, un cabinet qui est spécialisé pour les expatriés français. C'est-à-dire, un cabinet comptable qui est spécialisé pour les expatriés, ceux qui habitent genre au Cambodge. Ouais. Ou ceux qui veulent s'expatrier. Parce que du coup, ils ont quoi quand ils ont des boîtes en France? Bah, en fait, je pense qu'il y a pas mal d'expatriés qui ont encore des boîtes en France et qui ont du patrimoine ou qui cherchent du coup à comment faire pour ou des nomades digitaux ou des choses comme ça, tu vois. Moi, j'irais pas. Oui, Moi, j'irais pas. trop complexe. Moi, j'irais pas parce qu'en plus, ça veut dire qu'il y a la relation avec différents pays. Oui, c'est ça. Les règles sont pas forcément les mêmes. Donc, si tu veux te spécialiser, ça veut dire que tu veux industrialiser. Et pour le coup, industrialiser alors que les réglementations sont différentes, ça devient compliqué, tu vois. Puis généralement, Donc, si t'es expatrié, c'est pas pour pouvoir avoir une boîte en France. C'est pour optimiser fiscalement ton imposition, ta boise. Et donc, tu vas pas rester avec une boîte en France. Puis c'est très personnel, mais moi, tu vois, moi, des fois, j'ai des clients qui me disent ouais, j'ai entendu dire que si j'ouvre ma holding plutôt à tel endroit ou machin. c'est toujours... Moi, c'est toujours des sujets que je balaye, tu vois. À chaque fois, je me mouille pas sur ces trucs-là. Moi, j'ai pas de clients qui ont des holdings au Luxembourg ou en Suisse, en Irlande, à Andorre, etc. Parce que j'aime pas ça. Donc, à chaque fois, dès que c'est relation avec des pays comme ça, j'y vais pas, tu vois. Mais nous non plus, hein. Combien de prospects on a qui m'appellent? Oui, je veux monter une boîte en Irlande. Vous habitez où? En France. Ouais, non, c'est clair. Ok. Alors ça, on n'investit pas. Dans les entreprises, zéro déchet. Donc, zéro déchet, c'est environnement Ok, éco-responsable. projet impact. Ouais. Projet impact, bah moi je Mais peux dire dans que oui. l'écologie, quoi. Ouais. Je peux dire que oui parce qu'on a une verticale au cabinet sur les projets impact
Et du coup, forcément, je suis intimement convaincu que c'est des métiers d'avenir. Après, chez les experts comptables et chez les commissaires aux comptes, en plus, il y a des certifications particulières, tu vois. Ouais, bah là, moi, je passe le visa durabilité. C'est pour obtenir la certification CAC vert, tu vois. D'accord, ok. Donc il y a ça, il y a aussi la formation à l'ordre bilan carbone pour pouvoir faire des bilans carbone. Mais Et ça, en tout fait, ce qui est RSE et tout, tu crois ça là-dessus Est-ce que tu crois que tout ce qui est bilan carbone, etc., ça sera l'expert comptable qui va prendre si tu veux, ce qui est compliqué sur mission-là les bilans carbone, c'est que, et même quand tu sors de la formation, tu as envie de te jeter par la fenêtre, c'est hyper compliqué. Et c'est pour ça que les profils, souvent, c'est des profils ingénieurs qui travaillent avec des experts comptables, parce qu'il y a des notions hyper techniques. Et d'ailleurs, il y a des experts comptables qui sont vraiment spécialisés là-dedans, tu vois. Et eux, ils ont cette notion-là, ils maîtrisent la chaîne de A à Z, tu vois. Mais par contre, un expert comptable qui veut prendre quelques missions là-dessus, franchement, c'est impossible. Ou alors, tu vas pas bien faire le job. Après, tu peux travailler avec des plateformes comme Greenly, enfin, il y a ABCSR, etc., tu vois. Mais c'est pas fou, quoi. Mais aujourd'hui, si tu veux, la réglementation, elle oblige, entre guillemets, surtout des grands comptes. Et après, t'as quelques... Ça redescend, en fait. D'année en année, ça va redescendre comme à chaque fois, tu vois. Et quand il y a des réglementations, c'est toujours... Au départ, ça les touche grosses très boîtes, large sur des grandes... les ETI, etc. Et puis après, ça descend. Donc oui, ça va toucher un maximum de boîtes bientôt, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais je me demande si le client attend que ce soit son expert comptable qui lui implémente tout ce qui est bilan carbone, RSE, etc. Ou si c'est pas plutôt des sociétés spécialisées qui vont le faire, en fait. Non, franchement, en tout cas pour le bilan carbone, si c'est un expert comptable qui est spécialisé là-dedans, Il peut le faire. franchement, il est hyper crédible. Et c'est ça ta question. C'est est-ce on niche ou pas niche? Bah, si tu te niches vraiment là-dessus, oui. Tu vois. Nous, on a une personne ça s'appelle Cédrine, et d'ailleurs, qui s'appelle Cédrine, pardon. Et d'ailleurs, on a un épisode du podcast Multi qu'on tourne où il y a Cédrine et le fondateur de Greenly. Donc, on est tous les trois. Et donc, Cédrine, elle s'occupe de notre verticale RSE. Et si tu veux, aujourd'hui, on a très très peu de clients là-dedans. Parce que ça touche essentiellement des grands groupes, tu vois. Mais par contre, on a des petits clients, entre guillemets, qui travaillent avec des grands comptes, avec des Total ou, je sais pas moi, Bouygues, etc. Et ils sont obligés de passer d'obtenir des labels. Label en vol, label machin, truc. Et du coup, bah, en fait, s'ils n'obtiennent pas ces labels-là, ils peuvent plus travailler avec leurs donneurs d'ordre. Donc, mais en plus, je pense que c'est pareil. Aujourd'hui, le consommateur, il choisit avec qui il veut travailler, avec qui il veut donner son argent, etc. Et je pense que dans l'avenir, ça sera de plus en plus. Et donc, tu vas regarder de plus en plus avec qui sont tes partenaires, qu'est-ce qu'ils font dans leur entreprise, est-ce qu'ils ont un impact sur l'environnement ou pas. Et donc, je pense que ça sera un sujet. Et si demain, un expert comptable choisit cette niche-là, je pense qu'il pourra facilement trouver des clients juste parce qu'ils ont les mêmes valeurs. Tu vois. Et du coup, comment tu t'y prendrais, toi, du coup, en termes de marketing sur cette niche-là? Moi, j'irais beaucoup sur la partie valeur, mission, et je leur montrerai surtout toute ma partie engagement. Donc, dans mon cabinet, je mettrai en place des actions qui montrent comme quoi je suis vraiment engagé, comme quoi c'est un sujet qui est principal chez nous. Tu ferais de ton cabinet une entreprise à impact. Exactement. Comme tes clients. Exactement. Pour avoir le même discours, quoi. Et bah, surtout, pour leur montrer qu'on est dans le même monde. On parle le même langage. Et leur montrer que nous aussi, c'est important, en fait. Bah, en fait, là, j'irais tu peux raconter juste l'anecdote de tout à l'heure. Du coup, on a une élève dans notre bootcamp qui a choisi cette niche-là, qui est sur l'économie circulaire, etc. Et dans notre bootcamp, on fait une journée immersive tous les mois avec les nouveaux bootcampers afin de créer le lien, la relation, etc. Et donc, nous, on le fait à Mougins, dans le sud de la France. Et donc, du coup, on demande à nos bootcampers de venir une journée chez nous. Et ils sont partout en France. Et elle se trouve à Paris. Et donc, quand je lui dis, ah bah, c'est bon, t'es chaud pour venir et tout, bah, tout de suite, elle m'a dit, ah bah, j'ai vu, mais en train, c'est compliqué. Je lui dis, bah, viens en avion.
Elle m'a dit, ah, mais il y a quand même un impact carbone. C'était un vrai sujet chez elle, tu vois, je veux dire. Et c'est vrai que je savais pas, je me rappelais plus, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense que à l'avenir, c'est quand même un. Les gens, ils vont consommer comme ça, tu vois. Ils consomment en réfléchissant, tu vois. Ils vont moins prendre l'avion, et donc ils vont moins prendre aussi un expert comptable où ils savent qu'il y a. Il fait pas d'action. Genre, nous, c'est vrai que, pour être totalement transparent, tu vois, nous, voilà, tu vois, on fait le maximum de choses. On est labellisé en vol, on a des certifications, etc. Tu vois, moi, je passe le visa durabilité et tout. Après, tu peux pas être exemplaire tout le temps et tu peux pas être parfait, tu vois. Non, c'est sûr. Et c'est vrai que c'était un sujet parce que quand on parle de nos séminaires, à chaque fois, bah, y en a chez nous qui me disent ouais, mais attention, l'image que ça va renvoyer, parce qu'on envoie 120 personnes dans un autre pays, on prend l'avion, tu vois, tu fais déplacer 120 personnes, etc. Donc en termes d'empreinte carbone, c'est pas bon. Et je l'entends parfaitement. Mais il y a un moment donné, tu vois, avec tout ce qu'on fait déjà, tu vois, c'est compliqué d'être parfait partout. Et nos collaborateurs, dans la RSE, il y a une dimension sociale aussi, tu vois. Et en vrai, le moment qu'on passe avec nos équipes bah, lors de ces séminaires, je pense qu'il est vraiment important. Donc, tu vois, c'est difficile parfois de mettre réussir le à curseur. placer le curseur Ah, comme il bien faut, sûr, tu vois. bien sûr. Mais en tout cas, ça va quand même dans le sens de l'histoire. Et je sais que même déjà en bourse, aujourd'hui, tu as des fonds d'investissement qui vont aller regarder. Il y a des investisseurs qui vont pas aller investir si l'entreprise a un impact négatif sur l'environnement. Ouais, Tu vois, c'est déjà un sujet déjà aujourd'hui sur l'investissement, tu vois. Non, Donc ça peut être demain aussi sur du choix, tu vois. donc niche. Donc niche, ouais. Ok. Est-ce que vous investissez dans un cabinet spécialisé sur les studios de tatouage? Bon, après ça, c'est du commerce de proximité. Non, c'est pas une niche. Bon, moi, j'aurais dit pourquoi pas. Je connais pas le marché, donc faudrait voir la taille du marché. Je sais pas s'il y en a beaucoup ou pas. Après, c'est vrai qu'il y en a. Il y en a beaucoup, hein, mais il n'y a pas vraiment de problématique, il n'y a pas beaucoup de points de douleur. Ils n'ont pas énormément un pouvoir d'achat de fou. Ça reste des petits commerces, c'est des petits commerces de proximité, Moi, de je les centre-ville. connais pas assez pour te dire oui ou non. Mais faudrait que je suive la formation SK Bootcamp pour voir si vraiment c'est une niche qui est intéressante ou pas. Non, Voilà. t'en penses quoi? Oui, moi aussi, j'irai pas pas une parce que niche. moi j'ai toujours mes 4 critères en tête pour sélectionner une niche. Oui. Et est-ce qu'il y a beaucoup de points de douleur? Pas. Je crois pas. Ouais, je Ils ont pense pas pas Est-ce non qu'ils plus, ont le ouais. pouvoir d'achat? Je pense pas. Je pense que c'est des petits business aussi. Donc Oui. je pense qu'il y a des meilleures niches. En vrai, moi j'ai un pote tatoueur qui gagne vraiment bien sa vie. Hein. Ouais. Ah ouais, je Oui, mais te est-ce jure. qu'il est prêt à payer un expert comptable 1000 3 euros fois par mois, plus tu cher vois. par rapport à un généraliste? Ah non, il ne payera pas 1000 Voilà. euros par mois. Ouais. Ça, c'est sûr. Et nous, c'est ce qu'on cherche. Ouais, bien sûr. Ouais, j'irai pas. Mais bon. L'hôtellerie de luxe. Alors franchement, sur le papier comme ça, je te dirais waouh, c'est trop bien. Mais en fait, si tu me dis hôtellerie de luxe, j'irai pas. Si tu m'avais dit juste hôtellerie, bon bah bien sûr, j'y vais tous les jours. Mais hôtellerie de luxe, moi, j'irai pas. Parce qu'en vrai, je pense que c'est un marché qui est très très difficile à percer, tu vois. Ouais, Et je pense aussi que là-bas, entre elles est dur. Ouais. Ouais, les hôtels de luxe, ils sont chez les bigs, tu vois. Ils sont dans les Surtout, c'est gros beaucoup cabinets. Ouais, c'est beaucoup des fonds d'investissement, c'est beaucoup des. Ouais. C'est pas détenu, c'est rarement détenu par des Français ou alors ils sont pas atteignables. Donc moi, j'irai pas. Par contre, l'hôtellerie, oui. L'hôtellerie, ouais. Ouais, l'hôtellerie, oui. Ah, c'est une super niche en vrai. Enfin, je pense que c'est une super niche. Ouais, je pense aussi. Toi aussi, tu penses que les hôtels, c'est bon? Hôtel de 1 à 4 étoiles. Une étoile, c'est pas. c'est Oui, pas ça fou, pense quoi. ça peut être une bonne niche, ça serait pas une niche que je ferais, moi, mais ça peut être une bonne niche. Moi, je vais te dire, j'ai plusieurs clients hôtels, parce qu'on a une verticale CHR. Donc, dedans, il y a des hôtels, cafés, restaurants. Et dans les hôtels qu'on a clients, il y a un pouvoir d'achat qui est incroyable. Il y en a qui gagnent vraiment très bien leur vie. Ouais, j'imagine. C'est des boîtes hyper profitables. Il n'y a pas énormément de volume. En fait, tout est intégré dans des logiciels. Donc, au final, nous, on a juste à aller faire de l'intégration. Donc, il n'y a pas de grosses difficultés à aller récupérer les pièces, etc. Tu as souvent affaire à des gens qui ont quand même une vision business qui est intéressante, tu vois. Ou alors, on a de la chance. En tout cas, sur nos clients, c'est le cas. Moi, j'ai même un client, il fait du marchand de biens sur des hôtels, tu vois. Il achète des hôtels, il les remonte, il les garde 2-3 ans, il les revend. Attention, hein,
C'est assez incroyable ce qu'il fait, tu vois. Donc franchement, moi je trouve que c'est une vraie bonne niche, ouais. Ok, moi aussi j'investis. On fait une petite dernière. Allez. Les entreprises spécialisées dans les food trucks. Oui, vraiment. Jamais de la vie. Les food trucks, j'avais pas compris. Genre, donc c'est quoi? C'est que des petits food trucks de quartier? Ouais, jamais de la vie. Pourquoi, vas-y? Parce que c'est des petits business, ça fait rien comme chiffre d'affaires. C'est que des trucs galères, il y a la moitié c'est au black, les factures pour les récupérer, c'est encore à l'ancienne. Ah, mais tu peux aller manger aussi. Ouais, Ils peuvent non, t'inviter, ils peuvent te livrer les puis pizzas, on- tu sais, les pizzas camions, là. Ouais, mais en plus, c'est des business, généralement, ça tient jamais beaucoup. Ça tient jamais, tu vois. Ah, il y a une grosse rotation. Ah ouais. Ouais. Bah, le coût d'investissement, la rentrée, elle est pas énorme. Donc, t'as beaucoup de gens qui se lancent, beaucoup de gens qui croient que la restauration ou des petits trucs comme ça, tu vois, c'est génial. Ils s'épuisent très vite parce qu'au final, ils voient que la marge, elle est quand même pas ouf. Et c'est pas des gros business. Tu vois. Et en plus, c'est pas une clientèle. La barrière à l'entrée, elle est pas très énorme. Elle est pas énorme, donc du coup, t'as pas Il y a des un clients mec qui très faisait éduqués. ça. Là, maintenant, c'est un de mes clients, mais maintenant, il a plus ça. Maintenant, il a un resto. En fait, il a commencé par ça. Et en fait, il avait un emplacement à la Défense c'était pendant 2 mois, je crois. Il y a une espèce de, pas marché de Noël, mais je sais plus à quelle période, tu vois. Pendant 2 mois, il faisait des burgers maison, tu vois. Et il avait aussi Champ de Mars. Putain. Franchement, T'as cartonné? ça cartonnait. Par contre, tu payes des concessions, quoi, tu ouais. vois. C'est une fortune, quoi. Donc, vaut mieux pas te planter sur ta saison. Mais par contre, il faut, pour réussir à obtenir les emplacements, Ouais, tu galères. ah ouais, c'est chaud, tu vois. Il faut graisser la patte d'un tel et machin. Tu sais, Ouais. c'est dans les mairies et tout. C'est Ouais, un c'est truc ça. de fou. Et par contre, là maintenant, il a son restaurant. Et puis du coup, t'as quand même plus de stabilité parce que t'as moins de saisonnalité en fait. Ouais. Donc non, j'irai pas non plus. Puis Ok. ils ont pas de pouvoir d'achat. Ça, c'est des clients, ils vont gratter ils seront à l'euro près. Hein, je vois, c'est-à-dire. Ah, jamais de la vie, je ferais ça. T'as des niches bien mieux. Bon bah dites-nous en commentaire si vous aurez pris une niche ou pas. Ouais, peut-être qu'on s'est trompé. Hein. Ouais, dites-le nous en commentaire. Et je vous donne aussi en commentaire, est-ce que vous serez chaud pour créer un cabinet spécialisé sur les startups en crypto-monnaie? Voilà, dites-le nous ça en commentaire et on pourra en parler la prochaine fois. J'ai envie de répondre. Je réponds pas. Ok, ça vous a plu comme petit jeu? Ouais, ou pas franchement, très c'est bien, grave très cool. bien. C'était pas mal? Très bien. Mm. C'est une bonne idée du coup, Joe. Ouais, merci. Ouais, très bonne idée. J'en ai de temps en temps. Ok, du coup, on va passer à un deuxième petit jeu. C'est trop tôt. On n'a pas fait encore le jingle. Donc ça s'appelle le pire ou le meilleur. Et là, tu peux faire ça. On va faire le jingle. Donc le pire ou le meilleur, je vais vous poser des questions sur le pire ou le meilleur, tout simplement, d'une situation qui s'est passée dans votre carrière professionnelle. Et vous pouvez raconter une anecdote dessus. Ok? Ok. Donc c'était là où j'avais pris mon Je petit serais jeu pas de le cartes. meilleur, moi. Je préfère la niche, moi, je préfère la niche. J'avais pris mon petit jeu de cartes, on devait piocher, et du coup c'était spicy ou pas spicy, mais bon, j'ai pas eu mon jeu de cartes, donc c'est pas grave. Ok, vous êtes prêts pour le jeu? Allez, go. Ok, donc là, la première question c'est pour toi, Jonathan. Quelle est la plus grosse facture que tu as envoyée à un client? La plus grosse facture que j'ai envoyée à un client, c'est une foncière dans l'IMO. Et en fait, on a fait un rattrapage de 1 année de compta, tu vois. Plus révision, machin, tout compris. Et c'était une facture à 120K. 120K. Donc c'était ma plus grosse facture. C'est une belle facture, ça. Voilà. Et en plus, après, du coup, parce que du coup, c'était une mission commando, tu vois. On a dû envoyer des gens sur place, etc. Et après, du coup, on a conservé la mission. Et c'est resté mon client pendant 4-5 ans. Et 5 ans, je crois, d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, c'est plus mon client. Parce que il s'est pris énormément de contrôles fiscaux. Et il a dû fermer des boîtes, etc. Et moi, j'ai arrêté de travailler avec lui. Bon, bah, t'as bien répondu à la question. Y a pas de bullshit, donc c'est bien. Oh non, bah non. Non, parce que tu vois, il y a des questions, des fois, tu n'auras pas envie de répondre, je pense. Frérot. Jet, je te pose une question. Vas-y. Quel est le pire conseil que tu as suivi et pourquoi? Je pense que c'est le mien, je pense. Non, je pense que le pire conseil, c'est de pas vendre au bon moment.
vois, j'avais un... Pas le crypto là. Oh, Ah, c'est valable aussi parce que moi j'aurais dit la même chose. aussi crypto. Non, je parle plus pour mes restos. Tu vois, j'avais l'occasion de les vendre à un moment donné avec une offre qui me convenait pas, mais qui était quand même sur la table. Et j'ai refusé et au final... Il y a eu le Covid. Au final, donc des fois, il faut savoir tu vois, accepter des offres même si des fois ça te convient pas. Vaut mieux prendre des fois l'argent qui est sur la table que attendre, tu vois. C'est quoi, t'avais des attentes trop élevées, tu penses, avec du recul? Ouais, Ça valait pas ce que tu voulais, ouais, exactement. Je Ouais. pensais le vendre bien mieux, tu vois. mais parce que toi tu t'es fixé sur ce que t'avais envie de récupérer plutôt que sur ce que ça Ouf. valait vraiment, quoi. Non, mais je pensais que ça valait quand même plus. Même je pense que ça valait plus, mais j'avais pas d'offre. Donc Ça vaut ce qu'on est prêt ça à te t'offrir. vaut, voilà, exactement. Ouais. Tu vois. Et donc l'offre a été quand même plus basse. Et en fait, j'aurais dû accepter cette offre-là. Oh, lui, il a fait le coup de sa vie de pas acheter avant le Covid. C'est pas faux. Je pense qu'il y a tellement de restaurants qui sont dans ce cas-là, où ils ont pas vendu et il y a eu le Covid et tu après ça m'étonnes. vaut plus grand-chose, quoi. Mm. Parce qu'avant, ça se vendait quoi, 100% du CA? Non. Ça dépend, non, ça dépend. Ça dépend Ah ouais de. Ouais. Dans Ça les dépend de restos, ton emplacement, ton loyer, ton bail. Ah oui, ok, donc il y a Ça plein dépend de... de. Ouais. T'as un barème en fait de pourcentage du chiffre d'affaires qui est pour valoriser ton fonds de commerce. Et après, ça dépend si tu vends le fonds, si tu vends les titres de ta boîte, etc. Tu vois. Mais du coup, c'est un pourcentage de mémoire, je crois que ça va entre 60% et 120% TTC, ça doit être quelque chose comme ça. J'espérais, si je les vendais déjà à 50% de mon chiffre d'affaires, j'étais déjà content. Mais j'avais une offre moins de 50%. Et donc je me dis, bon, quand même, ça vaut pas le coup. Mais j'aurais dû quand même la prendre. Vaut mieux la prendre quand t'as quand même quelque chose que quand t'as rien du tout, quoi. Ouais, mais bon, à ce moment-là, tu pouvais pas savoir que t'aurais pas d'autre offre derrière. Ouais. Toujours difficile. Mais ok. Ok, alors Jonathan, nouvelle question. Quel a été le pire employé ou collaborateur avec qui tu as travaillé? Le pire employé avec qui j'ai travaillé, c'est difficile de répondre. C'est même pas pour faire langue de bois, mais il y en a tellement. Non, je rigole. Non, je plaisante, je J'en ai plaisante. une liste. Alors attends, j'avais pris des notes. Non, je plaisante. En fait, c'est pas pire dans le sens plus mauvais, mais c'est plus déception. Tu vois? Et en fait, quand j'ai commencé, j'ai recruté mes 2 premiers collaborateurs, tu vois? Et en fait, dans mes 2 premiers collaborateurs, tu sais, j'ai placé beaucoup d'espoir en eux parce que moi, je partais du principe que, bon, bah, moi, de toute façon, je savais que j'allais grandir et je me suis dit: «Je vais les emmener avec moi», tu vois? Et en fait, bah, il y en a un des 2 qui a eu un comportement un peu tricheur, je vais dire, tu vois? Ouais. Et du coup, ça m'a vachement déçu. Donc c'est plus dans ce sens-là, tu vois. Tu l'as dégagé direct ou comment ça s'est passé? Non, parce que comme je suis très con et que je mets de l'affect dans mes relations, ce qu'il faut surtout pas faire, et ben j'ai du mal à ne pas le faire. Et j'en parle à mes associés des fois parce que je leur dis ouais, là prenez le relais parce que il y a de l'affect et je sais que quand il y a de l'affect, je suis mauvais, tu vois. Et puis là, c'était le cas. Donc je lui ai mis entre guillemets un avertissement. Et puis finalement, je l'ai gardé. Et puis après, encore une fois. Et puis je l'ai regardé. Et en fait, à chaque fois, ça s'est renouvelé jusqu'à un moment donné où c'était plus possible, tu vois. Et du coup, mais ça m'a permis d'apprendre quelque chose, même si j'ai renouvelé l'erreur plusieurs fois, tu vois. Mais Sur ça m'a l'affect. quand même permis d'apprendre. Et ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'était dans notre dernier séminaire, on a fait un travail d'introspection, je t'en ai parlé. Et en fait, en parlant comme ça, naturellement, en me livrant, j'ai compris que en fait, vraiment, l'affect, c'était quelque chose de compliqué pour moi. Je mets beaucoup trop d'affect dans mes relations pro, tu vois. Et du coup, j'essaye de garder quand même de l'affect parce que c'est moi, donc je vais pas changer. Mais par contre, je me suis fixé un truc, c'est quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Voilà. Donc maintenant, si j'ai un doute sur une personne, bah en fait, même si c'est au départ, bah, je préfère couper la relation tôt avant que justement l'affect s'installe trop et qu'après ce soit difficile, tu vois. Parce que c'est un cas que j'ai rencontré plusieurs fois. Non, mais je suis d'accord, moi je suis comme toi. On en parle souvent aussi. C'est vraiment très compliqué parce que c'est un métier d'humain en fait. Donc c'est compliqué après de. Bah, en fait, les gens, ils voient les entrepreneurs comme juste des machines à compter ou alors les salariés. Il y a toujours cette opposition entre le patron, le salarié. Les salariés, il y en a plein. Si tu regardes sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que c'est je me fais que exploiter et puis on se sert de moi. Le patron, c'est oui, de toute façon, mes salariés, c'est tous des bons à rien, ils veulent pas se bouger le cul. Alors qu'au final, bon, si tu franchement faire
entreprendre comme ça, Ça marche horrible, pas. tu vois. Ouais. Genre, moi, j'arrive au bureau, tu vois, je suis content, en fait. Et quand je vois les gens, je suis content de les voir. Et c'est vrai que quand tu sens que les gens, ils sont un peu moins heureux d'être là au boulot, bah, moi, ça me tue le moral, tu vois. Donc, voilà. Mais c'est comme ça, après. Ça fait partie du tempérament de chacun. Mais j'essaye quand même de maintenant de me fixer cette règle. Quand il y a un doute, Et il puis n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. J'ai une nouvelle question. Quelle a été ta plus grosse perte en investissement, crypto-monnaie, immobilier, ce que tu veux? On est dans les failures avec toi, tu vois, c'est... Bah, en termes de somme d'argent, c'est pas énorme, tu vois. Mais j'ai toujours perdu, quoi. Tu vois. Heureusement, j'ai toujours perdu. Parce que moi, je fais du trading. Et au bout d'un moment, bah, tu crames tes comptes, hein, tu vois. Mais c'est quoi qui te faisait perdre dans le trading? C'est le C'est la mental? psychologie, ouais, C'est la c'est psychologie, ouais. ouais, bah, c'est ça. Hein. Ouais, c'est que ça. Hein. On parlait d'affect. Bah là, c'est un peu la même chose avec le trading. Bah ouais, oui, parce que t'as ta stratégie, mais le plus dur, c'est pas d'avoir la stratégie, c'est de la respecter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et un jour, tu la respectes, le lendemain, tu la respectes à moitié, et sur le lendemain, tu fais de l'overtrading. Pour le coup, dans le trading, ce qui est vraiment le plus important, c'est vraiment la discipline. Hein. Ah, mais c'est que ça. Moi, j'ai essayé de trader pendant un moment. En fait, bon, moi, j'ai arrêté parce que j'avais envie de vomir tous les jours. Ça te met une angoisse, ce truc, c'est n'importe quoi. Ah ouais. Tu regardes les cours toute la journée. Ma femme, elle me disait, mais t'es là, mais t'es pas là. Et quand elle m'a dit ça, le jour où elle m'a dit ça, j'ai dit, oh, vas-y, tombez. Donc j'ai coupé mes trucs. Mais c'est un enfer en vrai. Ah ouais, après, moi, je kiffais, tu vois. Le problème, c'est que je kiffais trop, tu vois. Donc, je voulais être trop sur mes graphiques. Oui, mais voilà, moi, c'est pareil. Ah bah ouais. Et c'est pour ça que c'est pas bon. Bah oui, bien sûr. J'ai jamais fait, ouais, j'aimerais bien essayer pour voir un peu ce que Ouais, vous bah avez non, vécu, ça quoi. sert à rien. On y va pas. Franchement, ça sert à rien. Donc non, en termes de somme d'argent, là, j'ai dû perdre 5000 balles, quoi, tu vois. Ouais. En plusieurs années même, tu vois. Bon, après, j'étais pas con non plus, je savais que j'étais mauvais, tu vois. C'est bien, c'est intelligent ça de savoir qu'on est nul. Donc juste, je mettais des petites sommes et à chaque fois, je remettais, quoi, tu vois. C'est un peu comme le poker, hein, tu vois. Ouais. Winamax, Ouais, mais prends-moi Winamax. il a confondu Winamax et Binance. Et Winamax, probablement, j'ai toujours mis ma carte bleue et jamais de retour de... jamais un virement virement en de chez eux, quoi, tu vois. Donc, Après, tu remets 100 balles. ouais. Après, t'arrêtes pendant 3 mois, après, tu remets. Ouais. Non, mais moi, c'est ça. Au début, 18 ans, c'était le casino. Blackjack et tout. Après, c'était paris sportif. Ah ouais, t'as fait Après, tout. T'as fait c'était... toute Ah, la- j'ai fait tout. C'est quoi le prochain du coup? Non, maintenant, c'est bon, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Ouais, j'ai compris, tu vois. J'ai mis tout dans la prostitution. Non, mais ouais, j'ai un peu tout fait, hein, franchement, j'ai un peu tout fait. Donc, ouais, franchement, en termes d'argent, le nombre d'argent que j'ai perdu dans tous ces trucs, franchement... Tu devrais prendre un coach budget. Donc, voilà. Donc, ouais, si vous voulez, faites pas ça, quoi. Franchement, ça sert à rien. Ok. Alors, question. Vas-y. Allez, quand celle-là. Ah, une piquante. Quel est le feedback le plus dur que tu as reçu et comment tu y as répondu? Alors, le feedback le plus dur que j'ai reçu, c'est justement, ça revient un petit peu avec ce qu'on disait juste avant, tu vois. C'est une chef de mission qui était collaboratrice au moment où ça s'est passé. En fait, on a fait entretien individuel et elle s'est mise à pleurer devant moi, tu vois. Genre, en me disant que qu'en fait, on se rendait pas compte du volume, que on Charge de travail pressait comme du importante. citron, que c'était, enfin, genre des mots un peu durs, tu vois. Et du coup, c'était un moment hyper compliqué, tu vois. Et du coup, cette personne-là qui est passée ensuite chef de mission, parce que finalement, elle est restée chez nous, D'accord. et qui là, aujourd'hui, vient juste de partir. Là, je parle de ça, c'était il y a 3 semaines. Et parce qu'elle veut... elle est en 3e année de stage DEC, mais elle a décidé d'aller voir autre chose parce qu'elle ne sait pas si c'est ce qu'elle veut faire finalement. Et du coup, c'était hyper compliqué parce que c'était une remise en question de malade. Et à ce moment-là, du coup, ce qu'on a pris comme décision avec son manager et avec un autre manager aussi, avec Yann et Simbu, c'était de changer toute l'organisation. Donc en fait, on s'est complètement réorganisé. Et pour se réorganiser, du coup, on a fait participer tout le monde. Ah ouais, incroyable. Alors, Ce feedback-là, ça a fait ouais, changer ouais. toute l'entreprise. Ouais. Vous En avez tout mis cas, quoi en place c'est pour... 2 pôles pas sur tout le cabinet, mais il y a 2 pôles où on a complètement changé notre façon de travailler. Et du coup, on s'est réorganisé. À ce moment-là, dans ces 2 pôles-là, il n'y avait pas de chef de mission.
Et il y avait une partie de la compta qui était externalisée. Et donc, tout ça, on l'a arrêté. On a mis en place des chefs de mission. Donc, on a promu des collaborateurs en tant que chef de mission. On a recruté pour se surstaffer pendant une période. On a tout migré justement sur ces portefeuilles-là sur Penny Lane à ce moment-là. Et puis au final, avec du recul, c'était la bonne décision, puisque du coup, tout le monde a apprécié le fait qu'on prenne en compte les retours, tu vois. Et en plus de ça, avec du recul, tu te rends compte que ça marche mieux aujourd'hui, tu vois, dans ces pôles-là en tout cas. Donc, mais c'était vraiment compliqué. C'était vraiment, vraiment compliqué. Ça m'a mis un peu dans une petite déprime de putain, en fait. Un connard, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, Ouais. je te jure, c'était un peu ça. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste qu'on a un cabinet qui est en très forte croissance. Et c'est très difficile de. Quand tu as un collaborateur, tu lui files 20 dossiers. Un mois après, il en a 28. 2 mois après, il en a 35. Toi, tu veux recruter, mais tout le monde sait que dans notre secteur, c'est très compliqué de recruter. Donc, le dossier il continue de rentrer. Donc, des fois, tu as des collaborateurs, ils se retrouvent avec 50 dossiers. Et ça a duré le temps qu'on recrute. Mais sauf que le temps de recruter, plus le temps de former, etc., il y a un moment donné, les collaborateurs sont sur les rotules, tu vois. Et c'est logique, en vrai. Donc voilà. Donc, c'était assez compliqué, mais c'était positif au final, tu vois. Nous, on a eu le même problème avec Eurofiscalis, qu'on avait dû arrêter de prendre des clients parce qu'on s'est retrouvé aussi dans une situation où les personnes travaillent beaucoup trop, quoi. Et tu vois, voyais que ça marchait plus, quoi. on a une problématique que certains experts comptables, même beaucoup d'experts comptables n'ont pas. C'est que nous, notre problématique, c'est pas de rentrer des clients. Et oui. Notre problématique, c'est de réussir à staffer notre cabinet pour accueillir les nouveaux clients, tu vois, en gardant une bonne qualité, etc. Et, en vrai, c'est des bons problèmes, mais c'est frustrant parfois, tu vois. Nous, ça fait, là, en septembre, on s'est dit on recrute 10 personnes. Si on en a recruté 5, c'est le bout du monde, tu vois. Et du coup, là, on arrive en période fiscale. Et du coup, on a certains pôles. Plus, quoi. Voilà, on a certains pôles qui sont un peu sous-staffés parce qu'on n'a pas réussi à recruter. Et t'as pas envie de recruter non plus par défaut, tu vois. Donc, c'est compliqué de placer le curseur. Donc, à un moment donné, effectivement, t'es obligé de te dire, OK, on va ralentir un peu sur le commercial. Le problème, c'est que ça rentre, tu vois. Ah, c'est dur de dire non à des clients. Ouais. Ok, je vous pose encore une question chacun, savoir. Allez. Alors toi, combien t'as perdu dans ta vie en cumulé? Quel est le plus gros risque que tu as pris dans ta vie? Plus gros risque? Si tu as pris un risque. Écoute, moi j'ai arrêté mes études et je suis parti en Australie. Un peu sur un coup de tête comme ça, tu vois. Bon, après, c'est pas vraiment un gros risque. Hein. Après, j'ai pas. Avec quel âge? J'avais 20 ans, un truc comme ça, 22 ans. Ouais, à cet âge-là, c'est pas des risques. Oui, c'est pas des risques. Non, après, quel risque? Enfin, quoique, l'Australie, avec les animaux chelous qu'il y a, les araignées tueuses et compagnie, je peux te dire que c'est un risque. En plus, il vivait dans Même un pour un van. rêve, j'y vais là-bas. Ouais, franchement, j'ai pas pris beaucoup de risques à moi. C'est un risque d'ouvrir des restos, de... Oui, j'ai ouvert ma boutique de CBD pendant le Covid. En plein confinement. En plein confinement, c'est... J'ai pas pris de risque. Ça, c'était quand même chaud, c'était quand même un sacré pari, quoi. Oui. Et toi, du coup, à ce moment-là, tu lui as dit quoi? En tant que frère jumeau? Est-ce que t'as été totalement objectif? Ou est-ce que tu voulais pas le décevoir et du coup plutôt le soutenir et du coup t'as... Pour être tout à fait honnête, à ce moment-là, on n'avait pas cette relation-là. D'accord. Parce que Jay, il est parti en Australie, il est parti en Martinique, il est parti en Asie, il a beaucoup voyagé. Et donc c'est vrai qu'on s'est un peu, pas perdu de vue, mais bon, on était moins... on s'appelait de temps en temps, mais on était moins proches. Après, il est parti à Poitiers pour monter ses restos. Et Poitiers, c'est loin quand même, tu vois. Et comme déjà en amont, on avait moins cette relation, et quand après il est parti vivre à Poitiers, on n'avait pas encore reconstruit cette relation, tu vois. Et donc c'est vrai que quand il a fait ses restos, il a monté sa boutique, j'étais hyper content pour lui et tout, mais c'est vrai qu'on parlait pas beaucoup, quoi. Ouais, je faisais mes trucs, quoi. Ok. Et c'est plus tard, après, quand il a rejoint Eurofiscalis, que là, on s'est bien rapprochés. Ok. Ah oui, je savais pas du coup. Je pensais que vous aviez toujours été très proches. Bon, on était très moi, proches. Je vous ai connu oui. Comme ça, quoi, tu vois. Ok. Ouais. Ok, je vais essayer de te poser une bonne.
Lui, il me cherche des crousses. tout à l'heure. Ah, j'avoue. Dites-nous en commentaire hein, s'il y a des questions que vous voulez poser aussi à Kevin, parce que lui, tout à l'heure, on lui pose pas de questions. Donc, si vous avez des questions sur, je sais pas, par exemple, combien il gagne, combien il paye d'impôts, tu vois, des trucs, ce qu'il essaye de nous mettre dans la difficulté. Alors, Ça, c'est des questions, c'est dur pour moi en plus. Ah, moi, t'arrives pas à parler d'argent? C'est galère, hein. C'est vrai? Pas pour toi? En public? Oh, pas du tout, je m'en fous. Ouais. Ouais, franchement, je m'en fous. En fait, je suis toujours un peu gêné qu'il y a un collaborateur qui regarde, tout simplement. Ouais, mais bon, de toute façon, mec, t'entreprends, t'as une réussite, faut l'assumer, hein. Ouais. Voilà, c'est tout. Ah, je sais que j'ai des croyances limitantes là-dessus, je suis bloqué. On va pas te reprocher de bien gagner ta vie parce que tu prends des risques et que tu fais vivre combien de personnes? Oui, Parce non, que je suis tu leur d'accord, mais donnes la possibilité de travailler, en plus dans de très bonnes conditions. je le Donc, comprends beaucoup pour les autres, peu pour moi. D'accord. Non, moi, c'est pas des sujets qui me gênent plus que ça, tu vois. Après, tu vas pas étaler, machin et tout, tu vois, mais je pense que c'est pas bon non plus que ce soit tabou, tu vois. Hmm. Non, mais tu vois, quand on Si fait. t'es clair avec toi-même et que tu sais que tu l'as pas volé cet argent, tu vois. Oui. Que bon. Non, mais tu sais, quand on fait les soirées entrepreneurs ou quoi, on en parle, j'ai pas de souci pour en parler. Ouais, je comprends, ok. Mais plus. Ouais. Donc vous avez compris, hein, c'est les questions qu'il faut poser à Kevin. Ok, on va vite passer à toi. Quel a été ton pire échec en public? Mon pire échec en public? Pas facile. Ça. Ouais, en public... Ton pire échec tout court. tu me laisses réfléchir une petite minute? Vas-y. Non, en vrai, en public, j'ai pas vraiment eu d'échec particulier. En tout cas, j'ai pas eu de tollé devant les gens ou de... Alors, autre question. Ouais. Si tu devais quitter ton domaine, donc l'expertise comptable, où irais-tu? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'étais pas expert comptable? La vérité, Ouais. je te jure que je pourrais faire n'importe quoi. À partir du moment où j'entreprends, je pourrais faire vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire, je pourrais... moi, je me verrais bien, par exemple, reprendre des boîtes qui sont... Un bel des tapis, boîtes... quoi. Ouais, mais en fait, moi, ce que j'ai voulu faire pendant un moment, mais j'ai pas le temps, tu vois. Mais je sais que si un jour je change d'activité, ce que je ferais, si tu veux, moi, je me suis toujours dit, tu vois, j'ai mes partenaires clés un peu, un gars à la com, un gars au market, un gars au développement, etc. C'est d'aller reprendre des boîtes. Ouais, alors pas forcément en difficulté, des boîtes qui tournent, des boîtes rentables, mais des boîtes qui sont pas du tout digitalisées, vraiment à l'ancienne. Ça peut être des boîtes industrielles, peu importe, tu vois. Et prendre ces boîtes-là et les faire grandir pendant 3 à 5 ans et les revendre, tu vois. Ça, je me verrais bien faire ça m'éclaterait bien. Parce que du coup, tu dois un petit peu dézinguer les process, tu vois, remettre en place peut-être des nouvelles offres, mettre en place un plan de com, un plan marketing, du SEO, etc. Tu vois, ça m'exciterait bien. Ouais, je suis d'accord. Ça, j'aimerais vraiment bien. Mais ça pourrait être dans n'importe quel domaine. C'est pour ça que je te dis, je pourrais faire n'importe quoi à partir du moment où j'entreprends, tu vois. Ça me plairait vraiment bien. C'est un truc que j'ai déjà pensé, j'en ai parlé avec des gars, mais c'est juste que j'en ai pas le temps, donc je peux pas le faire. En plus, il y a vraiment des coûts à faire, hein. Je vois des fois même parmi mes clients, tu vois. Donc, du coup, je le fais indirectement, tu vois, quand j'ai un client qui... Tu vois, là, l'autre fois, j'ai un client, il a racheté la boîte de son patron, donc c'était mon client, c'est son salarié qui a repris sa boîte. Et il a augmenté le chiffre d'affaires un petit peu, tu vois, donc je fais un rendez-vous avec lui, je lui dis, voilà, ce que tu as mis en place comme action, etc. Donc, il m'explique un petit peu. Et donc, je lui dis, mais par contre, est-ce que tu travailles un peu ton SEO? Tu es sur un marché, tu vois, il est sur un marché, il vend des volets roulants, donc... tu es sur un marché où ça pourrait fonctionner. Est-ce que tu es accompagné pour ça? Il me dit, ah bah non, pas du tout, je me suis pas posé la question, mais c'est vrai qu'on veut refaire notre site, etc. Donc je l'ai mis en relation avec notre partenaire. Et au final, il est super content, tu vois. Ouais, donc indirectement, tu arrives à le faire avec tes clients. Voilà, je le fais avec mes clients, mais j'aimerais bien le faire pour toi, ouais. moi, à la tête du truc, tu vois. Ça, c'est vrai que ça nous plairait, ça aussi, je pense, non? Bah, c'est sûr que c'est ça qui est bien en entrepreneuriat. Regarde moi. La fiscalité ou l'expertise comptable, crois-moi, c'était pas un sujet pour moi. C'est sûr que ça fait pas rêver. Hein. Non, mais c'était pas un sujet, tu vois, je veux dire. T'aurais eu une boîte de coton-tige,
on aurait développé des nouveaux marchés, tu vois. Donc peu importe en fait le produit ou le service que tu fais, le but du jeu c'est de le développer, créer, tu vois, agir en fait, tu vois. Donc ouais, c'est ça. C'est ça l'entrepreneuriat, quoi, tu vois. Peu importe après le sujet, t'arriveras toujours à l'exploiter, quoi, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a des secteurs d'activité qui sont un peu plus excitants que d'autres, tu vois. Oui, Sûr c'est que si ça. tu vends des stylos, c'est moins kiffant que si tu reprends, je sais pas, moi j'en sais rien, moi, un truc dans le sport, si t'es passionné vous êtes passionné de golf, bah du coup, si c'est lié à cette passion, c'est encore mieux, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais maintenant, je réfléchirais quand même vraiment... Parce qu'en fait, tu peux tout faire. Tu vois ce que je veux dire. Ça, tu peux vendre des stylos, tu peux vendre des machines à laver, mais il faut prendre quand même un secteur qui est très porteur. Comme on disait pour la niche tout à l'heure, il y a des bonnes niches et des mauvaises niches, tu vois. Et t'as des secteurs où tu peux gagner quand même beaucoup plus facilement de l'argent que d'autres, tu vois. Et pour le même travail que tu vas effectuer, parce qu'au final, chaque entrepreneur, tu vois, il se lève le matin, il essaye de tout défoncer, etc. Et pourtant, tu es dans des secteurs où tu sais que tu as un peu un plafond, où c'est encore plus dur, et des secteurs qui sont hyper porteurs naturellement, et tu peux aller beaucoup plus loin. Donc moi, je réfléchirais vraiment surtout au secteur. C'est La ton niche. côté marketeux, ça. Bah, c'est que je me dis, regarde la formation, tu vois, bah, c'est quand même plus simple que d'autres secteurs, tu vois ce que je veux dire. Oui, si tu dois créer un nouveau bateau, c'est plus galère que Ouais, vendre des formations. ouais, exactement, tu vois. Donc ouais. Et toi, tu fais quoi alors? Ouais, moi aussi, je resterai dans l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Mais je suis d'accord avec toi. N'importe quel domaine, si c'est un domaine où je pense que j'ai une valeur ajoutée, je le ferai, quoi. Mais c'est vrai que je choisirais des business qui simples. Ouais, c'est ça que j'ai pas dit tout à l'heure. Moi, mon cahier des charges, j'avais avancé un peu sur le sujet, tu vois, et mon cahier des charges, c'était monoproduit. Oui, c'est ça, ouais. C'était monoproduit, rentable, avec un dirigeant qui part à la retraite. Tu vois, j'avais un petit cahier des charges comme ça. Et bon, après, ça n'a pas avancé plus que ça, mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête et je pense que je le ferai, tu vois. Moi, j'aimais bien Ty Chris quand il disait... tu vois, tu vois Ty Chris, il était champion du monde de roller, il était numéro 1. Et il disait qu'il gagnait 10 fois moins que le 1000e joueur de foot. Donc il disait, bah, je préfère au final être le 1000e joueur de foot et gagner beaucoup plus. Ce sera beaucoup plus facile. Que être le numéro 1 d'un truc où tu vois, il faut vraiment travailler dur pour être numéro 1 et au final pas gagner d'argent, tu vois. C'est pas mal ça en vrai. Comme exemple. Ah Bon, ouais. quand tu parles de taille de marché, dans le podcast Multi, quand j'ai reçu Stéphanie Delestre, bah elle c'est l'exemple parfait. À la base, son business avec Kappa, avant qu'elle vende ça presque 100 millions ou plus de 100 millions, je sais plus. À la base, son marché c'était pas celui-là. Elle était pas sur le marché de l'intérim. Et en fait, elle avait un marché qui était, je sais pas, peut-être 20 fois ou 50 fois plus petit. Et puis un jour, c'est une cliente qui lui a parlé du marché de l'intérim. Elle a dit, tiens, je vais me renseigner. Elle a vu la taille du marché. Elle a dit, putain, mais si je prends juste 1%, comme si je prenais 25% de mon marché existant. Donc elle s'est dit, t'imagines l'effort que je vais devoir faire. Donc elle a pivoté. Au final, elle a pivoté, elle a fait 50 millions ou 60 millions, je sais plus. Et puis elle a vendu ça 100 millions quelques années plus tard. Tout ça parce qu'elle a juste changé de marché parce que son marché était trop petit en fait. Ouais, c'est ça. Ou qui est pas porteur des fois, ouais. Ou il n'y a pas d'argent. Moi, j'avais rencontré le troisième Il était Français. très concurrentiel son marché de base. Ah ouais. Et petit. Donc du coup, c'est compliqué. J'avais rencontré le troisième Français champion de squash. Oh, tu sais, tu rencontres le mec, tu discutes, ah, c'est trop bien. Oh, il était plombier, tu vois. Il était vendeur à il Decathlon. cacahuètes, quoi. Bah ouais, c'est ça. Tu sais, c'est le cas, tu regardes les JO, il disait, hein, les Et ils athlètes, gagnent pas il d'argent. y en a beaucoup qui ont un job à la mairie à côté parce qu'ils gagnent pas d'argent. Et du coup, c'est vrai que ça correspond à ce que tu disais avec Ty Chris tout à l'heure. Bah, c'est ça. Après, être le 1000e joueur de foot, c'est pas facile non plus. Non, c'est sûr. Et tu vois, et c'est pour ça que du coup, lui, il s'est lancé après dans les télécoms. Ouais. Il dit, bah, je prends le plus gros marché qui existe. Et je dis, bah, même si je suis pas numéro 1 dans les télécoms, même si je suis le 1000e opérateur dans les télécoms, bah, je gagnerai beaucoup plus d'argent. Ouais, puis au final, sa boîte, elle a bien marché. Ouais, exactement. Et tu vois, il est pas numéro 1, tu vois. Mais du coup, dans sa réflexion, c'était ça. Il y avait quand même plusieurs critères. La taille de marché était importante. Bon, j'aurais pas pris non plus les télécoms, parce que c'est quand même un business compliqué. Ouais. Ouais, des business, ça. Bon, bah voilà, c'est pas mal, non? Ouais, super.
C'était bien. Super, la prochaine fois, c'est toi, elle va te cuisiner, tu vas voir. Et il esquive, lui. Ouais. Moi, je suis retenu que Jay, il échouait. Qu'il a fait que perdre de l'argent. Il a perdu beaucoup d'argent. Et Bon, que allez. Kevin a un problème avec l'argent. On va passer à la nouvelle partie, dernière partie Allez. de l'épisode. C'est actu, hack, on va faire un truc un peu mixte. Il ne reste pas beaucoup de temps. Non, j'avais envie de partager l'anecdote d'une de nos élèves sur comment développer son cabinet comptable et partager un peu sur où est-ce qu'elle en est et ce qu'elle a fait et pourquoi ça marche. Donc, t'as envie de raconter l'anecdote ou pas? Ouais. Bah écoute, c'est notre élève Julie. Tu vas raconter un petit peu sa niche? Ouais, Toi, c'est toi qui l'as eu en coaching surtout. ouais, je t'avais déjà raconté sa niche ou pas? Vaguement. Donc vas-y, tu peux réexpliquer. Donc c'est une des premières qu'on a accompagnées. C'est notre première élève, je crois. Première élève, jeune expert comptable, elle vient d'être diplômée. Elle a travaillé dans un cabinet qui était spécialisé déjà sur l'immobilier. Elle faisait beaucoup d'immo. Et elle a démissionné, elle a monté son cabinet. Et elle veut se spécialiser sur les marchands de biens. Ok. Donc moi au départ, j'étais pas serein, parce que je trouvais que l'IMO, il y a quand même beaucoup d'experts comptables qui sont un peu spécialisés sur l'IMO. Ils font tous beaucoup d'IMO quand même. Ouais, et puis beaucoup de low cost IMO en plus. Et effectivement, sur les SCI, les LMNP, etc. Les gens, ils mélangent un peu tout. Et donc je me suis dit, bon, pour se différencier, c'est pas forcément évident parce qu'il y a quand même beaucoup d'experts comptables qui se disent spécialistes IMO. Mais bon, elle était quand même... Par contre, c'est game changer d'avoir un expert comptable qui est vraiment spécialisé sur la partie marchand. Parce qu'il y a quand même des points très spécifiques, notamment en matière de fiscalité, tu vois. Ouais, bah c'est ce qu'elle m'a expliqué. Elle m'a dit non, mais moi je veux vraiment faire un marchand de biens parce que je pense que c'est très différent. Ouais, bien sûr. Donc je lui ai dit, bon, allez, pourquoi pas, on se lance là-dessus. Donc on a travaillé sur le persona, sur l'offre, et maintenant on était sur le site internet. Et donc ça fait, elle est à peu près un mois et demi peut-être maintenant. Elle a créé son site internet, qu'on a commencé à créer du contenu avec des articles de blog, comme on lui a appris concrètement dans l'accompagnement, à faire des concours sémantiques, etc. On lui a vraiment expliqué les bonnes pratiques SEO. Et au bout d'un mois, elle a eu son premier call prospect, elle a eu son premier rendez-vous. Et dans la semaine, elle en a eu 3 autres. Via le site. Via le site. Et dans sa niche. Avec des prospects dans sa niche. Ça, Et ça- donc elle était toute surprise, elle était toute contente et en même temps un peu surprise, tu vois. Ça marche vraiment votre truc. Parce que ouais, justement, ça marchait quoi. Et D'accord. donc c'était marrant de voir sa réaction, tu vois. Mais elle a fait que du contenu sur le site pour l'instant ou elle a Ouais. fait aussi du personal branding sur Non, LinkedIn? que sur le site. Ah ouais, donc c'est vraiment via de la recherche Oui. Google ou quelqu'un est tombé sur un article, redirection, etc. Exactement. Bon, en gros, on lui a appris à choisir des mots-clés, on lui a appris tout le système du SEO. Et après, ces articles, ils sont quand même bien shadés. Elle y passe du temps. Elle Ouais. fait des beaux trucs. Moi, je n'étais pas étonné que... Je pensais pas que ça allait marcher aussi vite. Parce qu'elle commence avec zéro autorité. Mais bon, ces articles sont bien faits. Et donc, sa clientèle, son client idéal, Qui a fait son site? c'est son copain. Et c'est Jim qui l'a coaché. Ok. Donc, Pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que c'était marrant de voir sa réaction. Oui, parce que ça faisait quand même déjà 2 mois et demi qu'on l'a coaché. Et c'est vrai que même là, avec nos élèves actuels et tout, ils sont hyper contents de l'accompagnement. Mais ils se disent toujours, j'attends de voir si ça marche Ça concrètement. marche, bah oui, c'est Enfin, je veux logique. dire, ils sont contents et tout, mais on verra si ça fonctionne quoi. Bah, en vrai, le site, c'est game changer, on s'en rend pas compte, mais entre un site pourri, fait à la va-vite, ou alors tu payes, je sais plus comment ça s'appelle, Wix, ou je sais plus quoi, là, les trucs de merde, là, où t'as un site vitrine à 300 €, là, et un bon site qui va te permettre de faire du SEO et qui va être optimisé, bah, du coup, t'as une grosse différence. C'est ça. Nous, c'est ce qu'on leur explique concrètement. Parce que les experts comptables, ils ont tous un site internet, mais le problème, c'est que ça leur rapporte pas de leads qualifiés. Ouais. Et d'ailleurs, en exclu, tu peux dire quand même que dans le cadre de la formation Ouais, et de l'accompagnement, dans notre accompagnement, on met à disposition du coup un site template qui a été validé par nous et par Jimmy, qui est notre expert SEO, pour que l'expert comptable, en quelques jours, il puisse reprendre ce site-là,
toute la structure, le personnaliser pour avoir un site banger en quelques jours. Ouais, moi, ils m'ont présenté ça tout à l'heure et franchement, je trouve ça incroyable parce que, en fait, t'as toute la trame pour justement faire ton site internet, mais en même temps, t'as le template qui te permet justement de commencer avec une base. Et franchement, je trouve ça incroyable, surtout que c'est intégré directement dans Ouais, je trouve le aussi. tarif du bootcamp. Et du coup, je trouve ça ouf. Je dis pas ça parce que je suis parti pris, mais c'est vrai que quand vous me l'avez montré tout à l'heure, vous avez vu, franchement, j'ai kiffé. Je pense aussi que c'est le game changer. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais. Parce qu'un expert comptable, soit il va prendre une agence, mais ça va lui coûter genre 5000 balles. Soit il va le faire lui-même, ça peut prendre du temps. Et surtout, il n'a pas toute la structure. Bah ouais, et puis ça va être mal fait. Voilà. Alors que là, il va partir, on lui a fait déjà 70% du taf, quoi. Et puis surtout, on va le former. Et on va le former C'est à que le faire travail- les 30% restants. C'est quoi. ça. Et surtout, le travail qu'il va faire, ça va être utile. Ouais. Parce que la grosse problématique, c'est ça. C'est que généralement, ils vont quand même le faire, leur site internet, leur site vitrine, où ils font essayer de faire des choses en place. Mais que derrière, t'as pas de résultat. Ah ouais, c'est. C'est ça la grosse problématique. Et donc, c'est pour ça que là, elle était super contente parce qu'elle a vu que le travail qu'elle a mis, qu'elle a fait derrière, bah, du coup, ça a tout de suite eu du résultat, quoi. Et du coup, ça veut dire que dans l'accompagnement, t'as la formation e-learning, t'as les coachings pendant 6 mois, t'as des livrables, que ce soit sur le site internet, mais aussi sur la préparation d'une offre commerciale, etc. Et en plus, t'as la journée d'immersion. Donc, c'est bien en vrai. Ouais. Non, ça, on est vraiment hyper content de pouvoir faire cette journée. Donc, pour expliquer concrètement, c'est qu'on va accueillir tous les mois nos élèves, du coup, dans nos bureaux, afin de leur offrir, du coup, une journée avec nous. On aura prévu tout un programme sur toute la journée, afin qu'ils puissent, du coup, nous rencontrer, se rencontrer aussi entre eux, et créer du lien. Ouais, Concrètement, c'est l'humain aussi qui compte. Tu vois. Petit-déj, atelier de réflexion, atelier à thème, Des conférences, conférences, le déj, bien sûr, des petits cadeaux, cadeaux, Des photos. séance photo, Oui. séance photo aussi avec le photographe qui sera présent. Donc ouais, ça fait pas mal. Non, et c'est le grave premier, stylé. c'est C'est le 28 février. 28 février. Voilà. Donc, non, J'ai franchement. hâte, moi. Ouais, franchement. Là, on moi tourne aussi. l'épisode, on est le On est le 3 janvier. 3 janvier. Et le contenu est bientôt prêt pour la journée d'immersion. Et après, chaque mois, il y en aura une nouvelle avec les nouveaux Avec les nouveaux bootcampers. bootcampers. Exactement. Mais bref, voilà, c'était pour te partager un peu l'anecdote et vous le partager également de Julie. Où on était, même nous, on était franchement hyper contents de l'avoir, d'avoir ce sourire et d'avoir se dire, ah putain, en fait, ils m'ont pas Surtout raconté des conneries. la quoi, donc. surprise, c'est drôle en vrai. genre en fait, tu devrais pas être surprise. Si t'as payé pour participer, c'est que c'est le résultat que t'attends, tu vois. Donc tu dois te dire, bon bah ça y est, c'est bon, ça commence. Donc voilà. Non, c'est cool. Bravo Julie. T'as envie qu'on parle de la journée Penny Lane? Ouais, on peut finir là-dessus si tu veux. Ouais. On peut finir là-dessus. Tu veux expliquer un peu ce qui s'est passé? Eh ben oui, bien sûr. Penny Lane nous a conviés du coup à. T'étais pas là du coup? Ah, non. Non, parce que. Moi, je suis pas encore influenceur. Pas encore influenceur. expert comptable. Voilà, Penny Lane nous a conviés à une journée dans leurs locaux. On était une dizaine, je pense, d'experts comptables influenceurs. Je sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, ça. Ouais. Voilà, je sais pas C'est si pas le bon terme influence. pour moi. Je sais pas si on influence vraiment, mais en tout cas, créateur de contenu expert comptable. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'était vachement intéressant. On a. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a pu échanger entre nous. C'était l'occasion de se voir parce qu'il y a des experts comptables un peu des quatre coins de la France. Et puis, Penny nous avait préparé surtout des super intervenants, puisqu'on a eu Caroline Mignot, qui nous a fait une vraie masterclass sur la création de contenu, le personal branding. On a eu Barthélémy Fett, qui lui nous a parlé de son podcast qui cartonne autour du sport. Et surtout, il nous a expliqué comment monétiser son influence et pourquoi on crée du contenu, c'est pour que ça soit rentable. Et donc, soit pour gagner des prospects, soit pour vendre son influence. Mais donc, lui, c'est ce qu'il fait en fait. Exactement. C'était hyper On va intéressant. toujours avoir une logique ROI quand on crée du contenu, parce qu'on ne le fait pas pour la gloire ou pour l'ego. Il n'y a pas de grand intérêt sinon, à part se gargariser devant tout le monde et de se dire j'ai X abonnés, mais d'un autre côté, si on ne te convertit pas derrière, ça sert à rien. D'ailleurs, on fera un épisode là-dessus. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse et je suis un peu tombé là-dedans, donc on pourra en discuter. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc la journée elle était super cool. On a
On a même dîné après tous ensemble. Il y avait Maxime, le CMO de Penny Lane. Il y avait des collaborateurs de Penny Lane. Il y avait Valentin aussi. Virtue Valeur. Il y avait Arthur, le CEO, qui était là. Donc vraiment, il y a Grégoire aussi qui était là. Il y avait vraiment des... Enfin, c'était vraiment super parce que c'était... je sais pas comment t'as trouvé ça, mais moi j'ai trouvé ça fluide et intéressant parce qu'on a appris plein de choses. Je trouvais que leur initiative, elle était hyper smart. Bah, comme souvent, hein, ils ont toujours des bonnes idées parce qu'ils font venir des experts comptables qui sont tous des experts comptables qui ont une visibilité sur LinkedIn notamment. Et forcément, ils savent que derrière, bah, ça va mettre des posts et puis ça va mentionner Penny Lane et que voilà, c'est gagnant-gagnant, quoi. Ouais. Non, moi, ce que j'ai trouvé, je trouvais qu'effectivement, t'as raison, c'était fluide, qu'on avait l'impression qu'on avait déjà fait ça. Donc, les gens, bon, on s'était déjà rencontrés au congrès, mais qu'il y avait vraiment une cohésion. Et moi, je trouve ça fou que, par exemple, t'as un Arthur Waller, il est resté l'après-midi, toute la soirée avec nous, alors que, tu vois, il a d'autres trucs à faire, quoi, j'imagine, ou même à Valentin, ou même à Maxime, tu vois. Donc, et ils sont extrêmement accessibles. Ça, je trouve que c'est inspirant. Je trouvais que je me suis senti bien là-bas, tu vois. Je trouve que c'est une bonne maison. T'as l'impression que tout le monde est bienveillant. Que... En plus, ce qui est bien, c'est que chacun a donné un petit peu son retour d'expérience. Et si vous voulez aller regarder, il y a Raphaël Attard, par exemple. Raphaël, qui est expert comptable, qui a commencé la création de contenu il n'y a pas très longtemps. Je crois que ça doit faire à peu près 3 mois ou 4 mois qu'il fait ça de façon active. Bon, lui, il publie une vidéo par jour. Donc, il a quand même un rythme très soutenu. voilà, très soutenu. Mais par contre, voilà, il a fait, je crois qu'il a fait en 3 ou 4 mois, il a fait 8 millions d'impressions sur LinkedIn. Il a énormément de nouveaux abonnés chaque semaine. Et donc, on voit que le personal branding et la vidéo sur LinkedIn, ça marche vraiment. Et c'est aussi ce qu'on partage dans la formation, dans l'accompagnement. C'est parce que ça fait partie justement du développement de son cabinet, c'est de gagner en visibilité. Et là, on a eu la preuve que tous ceux qui étaient présents, les gens qui communiquent, alors il y avait des gens qui communiquaient 2 fois par semaine, d'autres 5 fois par semaine, mais en gros, tous ceux qui le font, c'est parce que derrière, il y a du bénéfice à le faire. Il y a quoi? Il y a un élément que tu as retenu de la journée, c'était quoi? C'était lequel? Moi, alors, après, je pense que ça dépend aussi de la maturité de chacun sur ces sujets-là. Moi, ce que j'ai le plus apprécié, déjà, c'était la conférence de Caroline Mignot. Donc, il y a 2 choses que j'ai retenues. C'est qu'il fallait que je me remette à faire du contenu vidéo sur LinkedIn. J'avais arrêté de le faire. Je faisais essentiellement de l'écrit. Donc, je vais me remettre à faire du contenu vidéo. Et la deuxième chose, c'est sur l'automatisation de tout le tunnel d'acquisition en fait au travers de LinkedIn. Comme elle nous l'a expliqué Caroline, en fait, elle nous disait que quand on vous envoie une invitation, qu'on vous envoie un message, etc., elle fonctionne sous forme pas de quiz, mais ouais, c'est une question à choix multiples. Et ça permet de préqualifier en fait le lead pour savoir si c'est quelqu'un qui veut avoir accès à vos services, à juste devenir partenaire, etc. Et tout ça, c'est automatisé dans un tunnel d'automatisation qu'elle a fait développer. Et en vrai, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi, Et toi, c'est quoi? il y a 2 choses. Le doggy bag. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'était intéressant. Elle nous expliquait que quand on crée du contenu, peu importe le format, il faut toujours penser à OK, la personne qui va regarder le contenu, avec quoi elle repart. Quelle valeur elle va trouver, une information intéressante. Elle le est-ce que répétait c'est tout le un temps, rire? ça. Ouais. Le doggy bag. Ça, je trouve qu'effectivement, c'est intéressant. Ouais. Et il y a un autre truc qui m'a marqué, c'est toujours ma niche. Dans le sens où je me suis dit, donc là, Caroline Mignot, on peut le dire, de toute façon, on s'en fout. Donc elle a facturé donc sa prestation, ça a duré 1 heure. C'était 8 000 €. Parce que de toute façon, c'est accessible sur son Notion, elle a marqué ses prix. Donc 8 000 € pour 1 heure de présentation. Et je me suis dit, mais comment une personne peut payer 8 000 € pour 1 heure de presse, tu vois? Je me suis dit, elle est tellement nichée, elle est tellement experte et reconnue dans sa niche, qu'effectivement, une boîte peut payer 8 000 balles pour l'avoir pendant 1 heure, tu vois. La meuf, c'est l'experte aujourd'hui, la numéro 1 sur comment créer du contenu pour des boîtes de services en B2B. Ah, mais en plus, nous, ayant suivi cette petite masterclass là pendant 1 heure, tu vois que elle n'a pas volé en plus. Hein.
Parce que vraiment, elle te délivre énormément de valeur quand même. Moi, je suis ressorti, j'ai mes notes, elles sont remplies. Et, Ah ouais, moi aussi, c'est et à pareil. partir de là, la semaine prochaine, je vais essayer d'activer point par point tout ce qu'elle a dit, tu vois. Non, complètement. Et c'est là où je me suis dit, ce système de niche, d'être référent sur un domaine, ça te permet en fait de casser beaucoup de barrières, notamment de tarifs, tu vois. Moi, je me suis toujours dit, je sais pas, moi, tu fais une conférence, tu vas facturer 1 000 euros. Ah non, en fait. T'es Anthony Bourbon, bon, ok, tu peux la facturer 15 000 ou 30 000, mais parce que t'es très très mainstream, tu vois. Mais même quand t'es inconnu du grand public, mais que t'es par contre très reconnu dans ton domaine, là tu peux la facturer aussi, pareil, t'es des 1000 balles, je pense que tu peux le faire. Et donc, elle, en tout cas, elle le fait, elle fait 8 000 euros. Et ça m'a enlevé des croyances où je me suis dit, dans le système de niche, on en a parlé d'ailleurs toute la journée, où à chaque fois on disait, bon, en fait, c'est la niche. Bah ouais, c'est la solution en tout cas pour, je pense. C'était drôle en plus parce qu'il disait, à chaque fois, il disait ah, bah, le roi de la niche est là. À chaque fois, il disait. Et c'est adapté à beaucoup Ouais, c'est vrai. de choses en fait. C'est vrai. Donc ouais, ça j'ai bien retenu. Super. Bon, ça vous a plu comme Nickel. format? Merci les gars. C'est différent, non? Si, D'habitude. Ouais, c'était sympa. C'est sympa, t'as trouvé ça comment? Bah ouais, écoute, hein, on se revoit la semaine prochaine. Non, ouais, c'était sympa. Bon, pour clôturer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça fait pas longtemps qu'on a cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les nouvelles vidéos, à liker, à mettre des commentaires, mettez des petites questions si vous avez des questions pour nous, si vous voulez réagir sur des sujets. Et j'espère qu'on se voit pour la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas. À toi! À bientôt, ciao!